ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce premier contre-salon des vieilles et des vieux. On est dans un atelier aujourd'hui, on va parler des coopératives d'habitants. Donc on va pouvoir faire un petit tour de France de projets qui sont montés par des initiatives individuelles ou collectives sous différentes formes. Certains sont déjà en exploitation, d'autres sont encore en montage. Donc ce tour de France nous amènera en Nouvelle-Aquitaine, à Bègles, en Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon et Vaux-en-Velin. Nous irons en Ariège, à Foix, nous irons à Bérat. En tout cas, nous avons dans cet atelier l'idée de vous présenter un peu les différentes formes possibles de ces habitats coopératifs. Ils sont divers et variés. On va essayer de répondre à quelques questions aussi sur la manière dont on y vit, qu'est-ce qui fédère les gens qui souhaitent monter ce type d'habitat. Les freins, les bénéfices, les difficultés de montage, en plus dans un contexte aujourd'hui qui est particulièrement compliqué. Donc voilà, aussi aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire de vouloir se lancer dans une aventure comme celle-ci. On commencera notre atelier par Thierry, qui nous fera un décor, je dirais, de ce qu'est une coopérative. Suivront ensuite Nicole pour le projet. Alors attendez, je reprends mes fiches parce qu'ils ont des noms un peu exotiques. Bobo Yaka, Roger sur le projet Shabada, Chantal qui nous parlera du projet de Chamarel, Anne-Marie et Michel pour le projet de la Ménardière à Bérat, et enfin Marie qui interviendra sur un projet en construction, en projet en tous les cas, à Foix, en Occitanie, avec le projet Égrégore. Voilà. Et ben sans plus tarder, on a à peu près 1h15, 1h20 d'échange. Ensuite, on va se laisser 10-15 minutes quand même pour les questions avec la salle. Et donc, sans plus tarder, je passe la parole à Thierry. Ah oui, pardon, je vais me présenter quand même. Tu as raison, Roger, merci. Moi, je suis Claude Knapig, je dirige Batigère. Batigère est un bailleur social national. C'est 100 000 logements en France, à peu près 50 000 en Île-de-France. On a évidemment été un partenaire de la première heure de ce premier contre-salon parce que ça répond également aux valeurs que nous véhiculons au sein de Batigère, à savoir de se poser la question du vieillissement, du maintien à domicile pour les personnes qui sont chez nous, et particulièrement des personnes fragiles, puisque nous logeons des gens qui sont sous des plafonds de ressources, avec des faibles ressources, et donc qui sont captifs de leur logement, et comment on fait en sorte, nous, bailleurs sociaux, pour pouvoir les maintenir dans leur logement le plus longtemps possible, avec différentes formes d'accompagnement, d'aide et de soutien. Voilà. Je ne serai pas plus long, ce n'est pas l'objet de cet atelier, mais en tous les cas, merci Roger de m'avoir permis de me présenter. Et donc Thierry, je vous passe la parole. Alors, moi je suis chargé de vous présenter ce que c'est qu'une coopérative d'habitants. Succinctement, puisque le temps est très contraint. Donc en premier lieu, une coopérative d'habitants, c'est un projet citoyen. C'est un groupe de gens qui se réunissent avec un projet d'habiter ensemble pour différentes raisons. Ça peut être... En ce qui nous concerne, des vieux, c'est pour vieillir ensemble. Ça peut être intergénérationnel, bien sûr. Il y a toutes les raisons qui font que l'habitat commun puisse exister et vivre. En ce qui nous concerne, enfin, pour les vieux, l'idée la plupart du temps, c'est d'y rester le plus longtemps possible et d'aller au bout de la vie, si on y arrive. Alors, ces coopératives d'habitants, elles sont sous-tendues par des valeurs et des fondamentaux que je vais vous livrer en vrac, sans ordre de préférence ni quoi que ce soit. Hein. Vous ferez votre marché là-dedans. D'abord, essentiellement, une coopérative, c'est une propriété collective. Et la coopérative reste propriétaire du bâti et ou du foncier. C'est une démocratie. Les règles de coopérative, selon la loi de 47 et la loi Allure, et on aime à le respecter et à le répéter, c'est une personne, une voix. Quels que soient ses apports, quel que soit son nombre de parts sociales, c'est une personne, une voix. Donc c'est une démocratie très directe et très avancée. On ne cherche pas qui a plus de capitaux investis. Voilà, c'est la personne qui représente juste sa voix.
c'est non spéculatif. C'est-à-dire que le bâti ne revient plus sur le marché de l'immobilier. Il reste complètement intégré et propriété de la coopérative. Et si la coopérative s'arrête, les bonis de revente sont versés à une autre coopérative. Et ça, c'est le sens de la loi de 47. C'est aussi une envie de solidarité. C'est-à-dire qu'on n'y rentre pas comme un locataire lambda dans un ensemble lambda. On a envie de vivre ensemble et de vivre en solidarité. Alors pour des vieux, c'est important que ça soit juste pour l'accompagnement, pour être ensemble, et pour un projet social aussi, pour être ouvert sur l'extérieur, pour pouvoir vivre tout ça. L'envie aussi, c'est la mixité sociale, c'est-à-dire que ça puisse intégrer, autant que faire se peut, et c'est difficile, des revenus plus faibles et des revenus plus aisés, que tout le monde puisse habiter dans les mêmes locaux avec les mêmes envies. Alors ces coopératives d'habitants, elles ont aussi un principe qui va avec le préambule, en fait, avec le projet citoyen, c'est de l'autogestion. On y va pour s'occuper de nous et de notre projet, à tout point de vue. L'existence aussi, mais comme dans tout habitat participatif, de parties communes, qui amène à des mutualisations de moyens. Ça peut commencer tout simplement par une buanderie et puis des machines à laver, jusqu'à éventuellement des automobiles partagées. Enfin, là, place à l'imagination. Mais c'est vraiment un principe assez important pour nous. L'écologie dans la construction et dans la vie de tous les jours. Ça, c'est aussi une idée qui nous tient beaucoup à cœur. Et enfin, je dirais la pérennité et pouvoir transmettre, non pas un appartement, puisque de toute façon, on le verra tout à l'heure, on n'en est pas propriétaire, mais de transmettre à d'autres coopérateurs pour que la structure vive et continue au-delà de ses créateurs. Alors après, en termes de structure et de fonctionnement, là, ça va être assez... je vais faire assez court parce que là, c'est le point vraiment le plus compliqué. Donc la plupart du temps, ce sont des SAS coopératives à capital variable qui se réfèrent de toute façon à la loi sur les coopératives de 47 et à la loi Allure. Chaque coopérateur a des parts sociales dans cette société. À égalité ou pas, c'est selon les projets. Et d'être coopérateur dans une coopérative, ça donne un droit d'usage. La coopérative, bien sûr, va réunir les fonds et emprunter, si besoin, pour la construction, la réhabilitation, en fait, tout ça. Et chaque coopérateur verse une redevance à la coopérative pour couvrir les remboursements des financements, les provisions qu'il faut mettre en place pour prévoir un petit peu l'avenir, les charges de propriétaire. Et pas au-delà. C'est-à-dire qu'il y a dans une coopérative aucune notion de profit, de bénéfice ou quoi que ce soit. Le but dans nos coopératives d'habitants, c'est de tendre vers une coopérative qui soit purement locative. Je m'explique. C'est arriver que la coopérative puisse rembourser, pas en totalité, mais en grande partie, son capital au coopérateur. Et à ce moment-là,
les redevances ne représentent que les frais de fonctionnement, que les charges de propriétaire, et il n'y a plus de capitalisation. Et ça permet, au fur et à mesure de la vie de la coopérative, de faire diminuer les redevances pour que ça soit accessible à encore plus de gens et encore plus de mixité sociale. En cas de départ, parce qu'il faut bien en parler, que ça soit volontaire ou naturel. Ou naturel, oui, les pieds devant, quoi. Le sortant ou ses ayants droit, selon le cas, va retrouver le capital que la personne, que le coopérateur a mis. Et c'est tout. Le droit d'usage reste à la coopérative. Et la coopérative va retrouver un autre coopérateur pour le remplacer et prendre sa place et puis prendre sa part de capital. Voilà. Alors, c'est très rapide. Je pense que c'est très bien, soit de rentrer dans le cadre. Donc en tous les cas, vous voyez qu'on a un spécialiste. Il y a de toute façon un stand qui est en bas. Donc s'il faut creuser quelques aspects, Thierry sera évidemment ravi de vous accueillir. Mais en tout cas, il a pu aborder quelques points essentiels de ce qui fait une coopérative. Voilà. Effectivement, si on attaque ce sujet-là, on peut y passer des heures. Voilà, j'attendrai vos questions, soit ici après. On aura un petit moment d'échange. Ou après, sur les stands, on reste à votre disposition. Merci Thierry. Merci. On peut l'applaudir, ouais. Je passe la parole à Nicole Marty, donc, qui va nous parler du projet Bobo Yaka. Alors Nicole, c'est quoi Bobo Yaka? Alors, Bobo Yaka, la castagne. La castagne. Mieux. Alors, pourquoi la castagne? C'est pas parce qu'on est des combattants. Plus proche même le micro. Si quand même, voilà. Même si quand même on a été amené à combattre pour pouvoir faire vivre notre projet, mais c'est parce que nous sommes dans un quartier qui s'appelle La Castagne et qui est sur Bègle, dans la métropole de Bordeaux. Donc, le projet, à l'origine, a démarré, le projet, l'idée d'un projet de vie commune a démarré en 2008, un groupe d'amis se réunissant et disant « pas de maison de retraite, on n'en veut pas, pas d'isolement au domicile, on n'en veut pas, et on ne veut pas être une charge pour nos enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, on s'est mis à réfléchir et à se réunir tous les 2 mois dans des week-ends relativement festifs. Et nous avons quand même bien avancé. Vous aviez quel âge, Nicole, à l'époque? Alors, à l'époque, nous avions entre 50 et 60 ans, je crois, à peu près. Donc, on a réfléchi à tout ça et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on veut, la campagne, la ville, etc. On a cherché en ville et on a eu l'opportunité par la mairie de Bègle de connaître des terrains qui étaient disponibles qui appartenaient à la métropole de Bordeaux. Et ils nous ont finalement attribué un terrain, ils nous en ont présenté 2. Et il y en a un qui nous a plu en particulier parce qu'il était vraiment à proximité de tous les services dont nous avions besoin et ce que nous souhaitions. Donc on a commencé à construire avec ce terrain l'idée de notre projet. C'était en 2013-2014 et on a choisi la coopérative d'habitants. Pourquoi la coopérative d'habitants? Parce que ce que l'on souhaitait, c'est que le projet perdure. C'est-à-dire, comme c'était un projet de vieux, on s'est dit, il faut que ça dure, on ne veut pas que ça revienne à nos enfants qui finalement feraient arrêter le projet parce qu'ils vendraient notre propriété, enfin si c'était une propriété. Donc on a choisi la coopérative d'habitants qui permettait justement de transmettre les appartements au fur et à mesure. Voilà, donc le projet, ça a été aussi de se dire, mais qu'est-ce qu'on veut dans ce lieu? Donc chacun aura un appartement, ou des appartements de couple, ou un appartement individuel. C'est entre 50 et 70 mètres carrés. Voilà, 50 mètres carrés pour un individu,
70 pour un couple. C'est combien de logements au total, Nicole? Alors, nous avons dans ce projet 17 appartements pour 20 personnes. Et nous avons, parallèlement à tout ça, nous avons également choisi d'avoir un espace social. Alors, un espace social parce qu'on ne voulait pas être complètement isolé et qu'on voulait avoir une ouverture sur l'extérieur. Et donc, nous allons construire une micro-crèche. Et nous avons un partenariat avec une crèche qui est sur la ville de Bègles, qui est une crèche associative et qui partage nos valeurs. Et donc, nous allons avoir une micro-crèche d'une douzaine d'enfants qui vont effectivement être à proximité de notre lieu d'habitation, ainsi que 2 logements étudiants ou jeunes travailleurs, de façon, là aussi, à avoir une ouverture sur l'extérieur et à permettre aussi à des jeunes d'avoir la possibilité de se loger dans des logements pas trop chers, parce que sur Bordeaux, c'est excessivement cher. Et ces jeunes seront coopérateurs ou le logement est géré par un bailleur, un institutionnel? Non. Alors, en fait, les jeunes ne seront pas coopérateurs, ne seront coopérateurs que les habitants, c'est-à-dire les vieux, on va dire. Voilà, et les vieilles. Les 20 vieux et vieilles prévus dans le projet. Voilà. Donc, quand on a monté ce projet, la métropole nous a donc vendu le terrain, mais à un prix qui est le prix du domaine et pas le prix du marché, ce qui est quand même intéressant, puisqu'on était sur un habitat coopératif et qu'on n'est pas propriétaire et qu'on n'allait pas faire de l'argent dessus. Et donc, ils nous ont quand même demandé de nous faire accompagner par une assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc, nous avons en assistance à maîtrise d'ouvrage le comité ouvrier du logement, qui est ni plus ni moins une coopérative également. Voilà. Et donc, qui nous accompagne, parce qu'effectivement, la construction, on n'y connaît pas grand-chose. Mais ça nous a permis d'être accompagnés. Du projet. En tous les cas, il y avait le terrain, mais il fallait se faire accompagner avec des professionnels pour être sûr de construire correctement, quoi. Voilà. Et donc, on a commencé à travailler. Et donc, l'expérience que nous vivons, alors du début du projet, on était 20, on n'est plus que 3 fondateurs. Mais bon, ça a beaucoup bougé. Et là, actuellement, nous sommes 16 coopérateurs avec des postulants. Puisque pour entrer dans le projet, on demande aux personnes qui sont intéressées de passer 6 mois avec nous, de façon, alors par week-end, pour l'instant, puisqu'on n'y habite pas, par week-end, pour effectivement voir si on partage les mêmes valeurs, si effectivement ça leur convient, si ça nous convient, et lorsqu'ils proposent leur candidature, à ce moment-là, on les coopte. Voilà. Donc ça, c'est le principe de ce qu'on a mis en place. Où est-ce que j'en étais? Donc, ah oui, alors, on a donc travaillé à ce projet, ça fait très longtemps, mais ce qui est tout à fait intéressant dans ce type de projet, c'est l'expérience humaine, et puis tout ce qu'on apprend, tout ce sur quoi on travaille, on monte en compétences. Alors, ce qu'il faut, au niveau de l'expérience humaine, c'est dire aussi que chacun a des compétences. On n'a pas tous les mêmes compétences. Il y en a qui sont capables de faire de la gestion, il y en a qui sont capables d'écrire, il y en a qui font de la comptabilité, il y en a qui sont plus, on va dire, aptes à faire des petits travaux. Du jardinage. Ou du jardinage. Voilà. Donc, voilà un petit peu le principe. En ce qui concerne les locaux communs, nous avons prévu d'avoir une salle commune qui va permettre une ouverture sur l'extérieur également et d'organiser des événements. Nous avons une cuisine collective, nous avons une grande terrasse, nous avons une buanderie, un bureau, et nous avons un jardin sur une des toitures d'un des bâtiments qui va nous permettre d'avoir un jardin partagé,
parce que comme le sol est pollué, il ne sera pas question de planter quoi que ce soit à même le sol. À même le sol, voilà. Très et donc là où nous en sommes, nous avons eu quand même pas mal de déboires, ça a été long et c'est pas encore terminé. Et là, actuellement, ce qui nous freine un petit peu, ce qui risque de nous freiner encore un petit peu, ce sont les coûts de construction, parce qu'actuellement, vous savez qu'avec l'inflation, ça monte, les guerres, voilà, nous avons donc des coûts de construction qui vont être relativement élevés, qui sont relativement élevés, et puis également les emprunts, les taux d'intérêt ayant considérablement monté, voilà. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que dans ce projet, nous, dans les coopératives d'habitants, nous avons la possibilité d'avoir des appartements avec un agrément qui permet d'avoir des gens qui sont en prêt locatif social, c'est-à-dire avec un plafond de revenus qui leur permet d'avoir des conditions un peu plus meilleures attractives au niveau, voilà. Merci. Et là, dans notre projet, c'est les 2 tiers des logements. Très bien. Écoutez, merci Nicole pour cette présentation qui donne envie. Alors, on peut, oui, bien sûr, applaudir Nicole et qui répondra là aussi à vos questions. Et je voulais me retourner maintenant vers Roger pour un projet qui est un peu plus urbain, je pense, de plus petite taille, mais qui est tout aussi intéressant tout à fait. à illustrer. Donc, c'est le projet Shabada. Le projet Shabada, eh bien, des hommes et des femmes, cette fois-ci c'est au pluriel. Et ces hommes et ces femmes sur Lyon. Alors, petite parenthèse, Lyon est sans doute encore dans notre pays une cité où l'histoire, et surtout l'histoire de la coopération et des coopératives, est encore un peu existante. C'est pourquoi en 2005, sur cette ville, on a vu se créer, j'en ai été plus ou moins près un acteur, en 2005, l'association Abicop s'est créée. Donc Abicop est devenue en 2015 une fédération nationale des coopératives d'habitants. Et donc autour de cette fédération s'articulent des groupes, s'articulent des structures professionnelles et on travaille tous dans quelque chose qui pourrait ressembler à un mouvement. Et ce mouvement vise à développer ce concept d'habitat particulier qui est donc la coopérative d'habitants. Alors, il faudrait aussi qu'on soit un peu précis sur ce que c'est que le concept de coopérative d'habitants. À Lyon, on s'est beaucoup appuyé sur l'expérience suisse, puisqu'en Suisse, on compte un grand nombre de coopératives d'habitants qui remplissent la fonction du logement social, qui n'est pas du tout institutionnalisé dans ce pays. Donc, ce sont les citoyens helvètes qui se sont organisés et qui ont créé donc des logements plus faciles d'accès et qui donc remplissent une fonction de logements sociaux. Alors, en ce qui concerne Lyon, nous avons une histoire assez importante sur laquelle on s'appuie. Le mouvement des coopératives a fait que des jeunes, puisque au départ le projet est intergénérationnel, la première coopérative d'habitants en France date donc de 2013-2014 et c'est le village vertical à Villeurbanne. Et là on a affaire donc à une coopérative intergénérationnelle, avec un modèle assez particulier puisqu'il y a un accord entre la coopérative et une association d'insertion par le logement. Ce qui fait qu'en termes de mixité sociale, il y a réellement eu une réflexion, ce qui fait qu'il y a 4 logements qui sont dédiés à l'accueil de personnes en difficulté. Ce sont majoritairement des jeunes, puisqu'on parle d'insertion par le logement. Et ces jeunes personnes ont signé la charte de la coopérative, c'est-à-dire qu'il faut que, même s'ils ne sont pas directement acteurs, s'ils ne sont pas directement coopérateurs, ils savent où ils mettent les pieds. Et donc la charte atteste qu'ils sont au courant de ce qui a mené le groupe qui les reçoit dans la coopérative, et ces valeurs-là, donc, c'est un peu le ciment. Le ciment de tout ce qui regroupe les différentes personnes qui veulent s'orienter vers un habitat différent, puisque la première chose que j'aurais dû dire, c'est que la coopérative d'habitants, c'est bien plus que du logement.
et que la notion d'habiter, là, est réellement recherchée dans son essence la plus pure possible. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se caser, pour se loger uniquement. Hein. On a affaire à un projet de vie sociale. C'est un projet politique, hein, puisque Thierry l'a présenté comme un projet citoyen, donc on est vraiment là. Projet engagé en tous les cas, voilà. Absolument. Et donc les gens qui se regroupent partagent ces valeurs. Tout à l'heure Thierry les a un peu formulées, donc voilà, on se regroupe, on essaye de travailler sur un projet un peu plus concret, avec des envies, avec des besoins, et on retombe sur les grands principes d'appartements réduits en surface, surtout quand on est en ville et que l'accès au foncier est très très difficile et très coûteux. Donc les appartements sont peut-être réduits, mais en tous les cas, la coopérative, les coopérateurs bénéficient d'espaces communs. Ce qui est le cas de Shabada. Hein. Voilà, donc on tient absolument à ce que les coopératives restent sur les grands principes, tels que donc des logements, surtout quand on manque de place dans un milieu urbain, réduits en surface, mais compensés par des locaux communs, avec donc des grandes salles, enfin au moins une grande salle, avec au moins une chambre d'amis. Et donc, chambre d'amis qui est mise à disposition des appartements, c'est ça, pour alors, des gens qui viennent visiter. C'est bien, Claude, de faire préciser le terme, parce que les amis de nos amis sont nos amis, mais quand on reçoit des amis, on sait à qui on a affaire. Mais là, comme on pourrait élargir à des sympathisants, à des gens qui sont de passage, évidemment, la notion d'amis peut se diluer un peu. Mais bon, donc on est en capacité, dans une coopérative, d'ouvrir ces murs au maximum. En ce qui concerne le projet de Lyon 8e Shabada, c'est dans une rue du 8e arrondissement où se trouve une MJC. Et on a déjà noué des liens, ce qui fait que la MJC va disposer d'une salle supplémentaire pour ses activités, ce qui fait que des gens du quartier viendront faire du yoga dans Shabada plutôt que d'aller à la MJC. Et les coopérateurs de Shabada profiteront évidemment de ces animations à l'interne de leur bâtiment. Donc il y a toute une vie qui a été réfléchie et l'ouverture sur le quartier fait aussi partie du concept. Quant à la dynamique de groupe, elle a fait en sorte de mener des réflexions de fond au plus large et au plus profond possible. Ce qui fait par exemple qu'au niveau de l'énergie, puisqu'on sait qu'il y a une transition écologique et surtout climatique importante. Puis à Lyon, ils sont sensibles au sujet en plus, particulièrement. Oui, voilà. Donc c'est vrai que la donne politique a un peu favorisé les choses dans notre sens. Donc on aura évidemment un bâtiment très isolé, on aura un chauffage basé sur la géothermie, c'est-à-dire qu'il s'avère que sur Lyon, vous connaissez un peu la géographie, donc ça veut dire qu'on a sous le sous-sol le réseau hydrologique du Rhône et de la Saône, donc l'eau n'est pas profonde, et en plus, il s'avère que les forages ont révélé que l'eau en sous-sol se trouvait à une température de 17 degrés, donc on va avoir un rendement de notre système de géothermie très très exceptionnel. Donc voilà, ces réflexions, et c'est ça l'important par rapport au projet de vie, c'est-à-dire qu'elles sont menées par des vieux, et que là, ces vieux qui se sont regroupés, ils sont dans une dynamique très stimulante. Et c'est là aussi un des caractères de ce type de projet, c'est que on est en train de restituer à ces personnes un pouvoir d'agir. Alors évidemment, Nicole a parlé de cette self-empowerment dont on parle beaucoup, hein, cet auto... il va falloir avoir un traducteur là bientôt. Voilà. Et là, quelque chose qui était complètement impensé devient quelque chose de très réel dans nos réunions. On se découvre spécialiste de la géothermie, par exemple, sans le vouloir, mais comme on s'aperçoit que ça a vraiment aussi une valeur au niveau du positionnement de cet habitat, ça développe chez nous des tas de capacités, des possibilités d'avoir un vrai dialogue avec des interlocuteurs qui, auparavant,
passer aux yeux du kidam ordinaire pour de vrais experts, de vrais spécialistes sur des strates complètement inaccessibles, eh bien non, tout ça est complètement remis devient possible et réaliste. Et voilà. Et donc, et vous en êtes où de ce projet aujourd'hui? Alors, il va alors bientôt le projet, sortir de terre. Vous partez d'un immeuble existant? On part d'un immeuble existant, donc il y a de la réhabilitation. On va sur la cour qui existait construire une extension. Je vous ai tout de suite peint un paysage un peu contraint au niveau de ce que c'est que l'urbanité, hein, c'est-à-dire un PLU très sévère. On a la chance d'être dans une zone pavillonnaire où il y a, heureusement pour nous, 4 petits immeubles anciens. Donc, on a pu présenter un projet d'habitat collectif sur une zone PLU dédiée à l'habitat individuel. On est donc là, aidé aussi par les politiques, parce qu'évidemment, il faut un soutien quand même. Il faut on un voit soutien. bien que globalement, dans les projets, il faut un soutien évidemment, politique. Le nerf de la guerre étant toujours le même, c'est-à-dire l'argent. Nous sommes actuellement en recherche de subventionnement, alors d'abord par l'ANA, puisque l'ANA aide à la réhabilitation. Évidemment, le projet tient compte du public, hein, c'est-à-dire nous sommes des personnes vieillissantes, ça veut dire que nous savons ce que c'est que la perte d'autonomie, l'approche de la dépendance, donc tout sera accessible aux personnes à mobilité réduite. On va donc construire un ascenseur, on va faire en sorte que tous les déplacements soient facilités, etc., etc. Vous voyez à peu près le type de préoccupation architecturale. Et donc, actuellement, notre situation, nous sommes un peu bloqués parce que, comme le rappelaient aussi les amis des Bobouyaka, donc il y a des choses qui ont évolué vers la difficulté pour nous, à savoir les taux d'emprunt, les coûts de matériaux, les coûts de construction. Donc actuellement, nous recherchons évidemment des financements extérieurs pour nous aider. Parce qu'on n'en a peut-être pas parlé, mais je ne sais pas si Chantal pourra en parler, c'est aussi la limitation des parts sociales que les coopérateurs peuvent prendre à l'interne du capital de la coopérative. Et ben là, vous me trouvez du coup une passerelle toute trouvée pour aller voir Chantal et parler d'un projet. Merci Roger. Alors Chantal est sur un projet qui là pour le coup est actif, hein, qui est sorti de terre et qui se situe à Vaux-en-Velin. Donc on n'est pas très loin. Et Chantal, si vous pouvez un peu nous le présenter, ce projet, et un petit peu, avec quelques années d'expérience maintenant au sein de cette coopérative, voilà, ce qui marche moins bien, ce qu'il faudrait améliorer. Je vais surtout insister sur ce qui marche. C'est bien. Alors allez-y Chantal, on vous écoute. Chamarel... les barges. Alors, comme nos amis des Bobouyaka, les barges, c'est le nom du quartier où on est implanté. Eux, c'est la châtaigne et nous, c'est la castagne, pardon. Donc, la castagne, les barges, Mais c'était les barges. On trouvait que c'était assez adapté à nous, donc on a gardé ce nom. Donc, c'est une SAS coopérative, bien sûr, qui s'inscrit dans ce qu'a expliqué Thierry au sein de la Fédération des coopératives d'habitants. Je fais un très rapide historique pour voir un petit peu comment ça a évolué. On a commencé à penser à ce projet en 2009. On a créé une association en 2010. Cette association, elle existe toujours, elle a perduré. Mais en 2012, nous avons créé donc la SAS coopérative pour pouvoir acheter le terrain à la municipalité de Vaux-en-Velin, qui nous l'a également cédé au prix d'un bailleur, hein, ce qui nous a bien aidés. Pour acheter le terrain et faire construire l'immeuble. Nous avons été maîtres d'ouvrage de l'immeuble. On a été aidés, bien sûr, par notamment une accompagnatrice d'Abicop et puis ensuite par des architectes qu'on a embauchés. Enfin, voilà. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur l'histoire. Vous n'étiez pas dans l'immobilier, Chantal, ni vous, ni les gens autour de vous, ou un petit peu Non, alors, pas du tout. Et justement, ça fait partie un petit peu de ce qu'a dit Nicole tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a appris beaucoup sur plusieurs domaines, pas seulement sur l'immobilier d'ailleurs, hein, mais sur les banques, le système bancaire, etc. Donc ça a touché beaucoup de domaines auxquels on ne connaissait rien.
on a rencontré aussi des difficultés, un petit peu comme nos amis de Shabada et des Bobos. Je dis les Bobos, hein, ça va plus vite, puis on aime bien s'appeler comme ça entre nous. On a eu des difficultés différentes, on a eu les mêmes parfois, mais toujours est-il que nous, en juillet 2017, eh bien, on a emménagé dans l'immeuble, on a réussi à faire construire cet immeuble et on a emménagé en 2017. Ce qui est pas mal. Donc 2009, première réflexion, 2017, on livre. Oui. Donc 8 ans. Oui. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. En fait, dans l'immobilier, c'est pas exceptionnel. Non. Voilà, en longueur. Donc du coup, ça fait 6 ans donc qu'on habite dans cet immeuble. Et donc, ce que je vais essayer de voir là, c'est de dégager un peu les bénéfices qu'on en retire, notamment au regard de ce qu'on attendait, ce que vous ont présenté plutôt Roger et Nicole. Quand on est encore dans le projet, on attend plein de choses. Et bon, ben là, je peux vous dire un petit peu comment ça se passe et si ça correspond à ce qu'on imaginait. Peut-être Chantal, juste nous dire la taille de la coopérative. Alors, nous, on a 16 logements. Il y a 2 T3 et 14 T2. Voilà, donc potentiellement, on est 18. Voilà, entre 16 et 18. C'est un immeuble sur 4 étages. Alors, nous, comme l'a dit Nicole tout à l'heure, le but, c'était de vieillir chez soi, mais de vieillir entouré. Alors, vieillir chez soi, c'est possible dans l'intimité, puisqu'on a tous des logements privés, mais nous sommes entourés, effectivement, de voisins qui sont bienveillants, qui partagent les mêmes valeurs que nous, et qui veillent sur nous comme on veille sur eux. C'est une réciprocité. L'entraide est à l'œuvre fréquemment. Hein, s'il y a quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est à l'hôpital. Et particulièrement, on a apprécié cette entraide pendant le Covid, pendant l'épisode Covid, parce qu'on n'était pas complètement isolés, même si on respectait des consignes, voilà, mais pour les vieux. Mais qui était plus dur que pour les autres, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, en ce qui concerne la mutualisation des aides, cela concerne plutôt pour l'instant des aides aux ménages. On envisage bien sûr qu'il y aura des aides mutualisées au niveau médical, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore notre cas. Pourquoi la mutualisation au niveau du ménage? C'est qu'on embauche une personne pour faire une partie du ménage des communs. Et cette personne, souvent, elle peut être embauchée aussi dans des logements privés par des personnes qui, chez elles, ont besoin d'une aide au ménage. Donc c'est la coopérative, la société coopérative qui embauche cette personne? Non, c'est chacun individuellement. D'accord. Voilà. Alors à propos des locaux communs, dont on vous a parlé aussi, on peut ajouter là que chez nous, ils remplissent vraiment bien leurs fonctions. On a une très bonne fréquentation des chambres d'amis qui sont effectivement ouvertes à des cercles plus larges que les amis, ça peut arriver. Et puis la salle commune aussi est très investie, alors soit par les habitants eux-mêmes, soit par des gens qui viennent de l'extérieur. Le principal objectif qu'on avait aussi, c'était de rester acteur de notre vie. L'autogestion, qui était à l'œuvre pendant la conception du projet, pendant la construction, elle est toujours, bien sûr, à l'ordre du jour. Elle implique la responsabilité et l'engagement de chacun. Et c'est aussi un engagement, effectivement, qui est lié aux compétences, aux capacités et surtout, on trouve ça très important, au désir de faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation et on peut assumer une responsabilité pendant un certain temps et puis lorsqu'on en a assez, on peut la proposer à quelqu'un d'autre. Et aussi, on continue à se former. Hein. Tout à l'heure, je disais qu'on avait appris beaucoup de choses, mais ce n'est pas au moment où on a emménagé que ça s'est arrêté, parce qu'on a toujours quand même à découvrir encore dans la vie de la coopérative. Et puis, c'est assez stimulant d'avoir à résoudre des problèmes, d'avoir à résoudre parfois des tensions, ça arrive, et même des conflits, ça arrive aussi.
On n'est pas chez les bisounours. Donc, on se trouve parfois confronté à des situations où il faut faire preuve d'imagination, de création. L'intelligence collective, à ce moment-là, a tout son rôle. Et voilà, en général, on arrive à résoudre, à dépasser tout ça. Alors, on voulait aussi réfléchir ensemble à ce que ça voulait dire vieillir, à notre vieillissement. Et c'est ce que nous faisons, par exemple en organisant des séances sur le sujet du vieillissement, de la fin de vie, de la mort, à l'interne, mais aussi en invitant des philosophes, des psychologues, des associations. Donc et ça, vous ouvrez ça au public, donc des gens de l'extérieur qui peuvent venir assister voilà, à on fait alors, ces conférences. Public, c'est pas ouvert au public large, très large. Hein, on met C'est pas le bouche une à affiche. oreille, voilà. Oui, Voilà, c'est pas le contre-salon, quoi. C'est ça. C'est plutôt des invitations qui sont envoyées à nos réseaux, voilà, au réseau de chacun. D'accord. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs aussi au cours de 2 journées, 2 week-ends même, je pense. Ils me diront si je me trompe, les bobos. On a organisé 2 week-ends avec les bobos Yaka, hein, une fois à Bègle et une fois à Lyon, et dont le thème, bien sûr, c'était vieillir en coopérative d'habitants. Et on a beaucoup retiré de cet échange. Alors, pour nous aussi, ce qui était très important, c'est de ne pas rester enfermé dans la coopérative. Alors, nous, on n'a pas de montage du genre de ce qu'a décrit Nicole ou Roger. On est vraiment que des vieux dans l'immeuble. Voilà. C'était le choix de départ et pour le moment, c'est toujours ça. Cependant, on est très ouvert sur l'extérieur, sur le quartier. On travaille beaucoup avec des écoles ou avec des étudiants. On a l'école d'architecture et l'école de travaux publics juste à côté de chez nous. Donc, on a beaucoup d'échanges avec les étudiants. On accueille aussi, comme on était les premiers à investir un peu des lieux, on a été très médiatisés. Si vous tapez Chamarel, vous allez trouver pas mal de témoignages de médias. Dans notre salle commune, on organise des expositions, des spectacles qui sont ouverts au même réseau auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Hein, c'est pas public, c'est pas dans le journal, mais bon, voilà, on arrive à avoir une 50aine, une 60aine de personnes à chaque événement qui viennent de l'extérieur. Et puis on répond aussi au maximum aux sollicitations extérieures. Il y a tout un tas d'organismes qui nous ont demandé des témoignages et on essaye d'y répondre le plus possible pour... déjà, ça permet de faire connaître le lieu, de faire comprendre que c'est possible. Hein, on ne se présente pas comme un modèle, mais juste montrer que, oui, on peut le faire. Et ça participe à notre engagement global en faveur des coopératives d'habitants. Parce que ça, c'est très important pour nous aussi. Chantal, vous nous avez dit qu'aujourd'hui, donc, dans votre immeuble, vous étiez que des vieilles et des vieux. C'est quoi la tranche d'âge un peu des occupants aujourd'hui de la résidence ? Alors, le critère, de toute façon, c'est d'être retraité. D'accord. Hein, parce qu'on a en plus une convention avec la CARSAT qui nous a donné accordé un prêt sur 20 ans à taux zéro de 610 000 euros. Ça fait rêver, ça, aujourd'hui. Oui. On est arrivé au bon moment. On a eu beaucoup de chance par rapport à nos camarades qui sont encore dans la galère. Donc, il faut être retraité. Et actuellement, c'est 66 ans, 83 ans. D'accord. La fourchette. Et les logements, donc, sont quand même plutôt adaptés aussi à cette question du vieillissement à domicile. Il y a beaucoup de choses qu'on a prévues. Oui. Il y en a aussi qu'on n'a pas fait installer tout de suite, parce que sur les conseils, justement, de personnes du milieu médical, excusez-moi, il fallait pas... Je donne juste un petit exemple. Les bars dans les douches. On nous a dit non, il ne faut pas les installer tout de suite parce qu'après, on prend l'habitude d'avoir des supports et on ne fait plus d'efforts.
Donc là, on est en train d'étudier, parce qu'il y a 2-3 personnes qui sont dans la situation où elles auraient besoin de bars, de les faire installer. Mais les supports étaient prévus déjà. Voilà. Et ça, vous avez travaillé ça avec des ergothérapeutes, avec des gens qui vous ont conseillé sur... On a surtout suivi un document du Conseil général qui préconisait un peu tout préconisait des différents niveaux. Alors justement, on n'a pas pris le niveau le plus abouti pour rester. Mais c'est vrai qu'on a prévu la circulation en fauteuil, des douches à l'italienne. En tout cas, c'est des logements qui sont adaptables au fil des années en fonction de l'apparition des handicaps qui peuvent surgir avec la vieillesse. Un autre exemple, on vient de faire automatiser la porte d'entrée parce qu'il y avait des personnes qui commençaient à avoir des difficultés à pousser. Voilà. Donc, voilà, au fil de l'eau, voilà, en fonction, on adapte. C'est pour ça que vous disiez qu'en gros, le projet n'est jamais vraiment terminé. Ah non, c'est jamais fini. Ça, on croyait, nous, au départ, mais non. En même temps, comme on a fait ça pour rester actif, on n'est pas déçus. Oui, bien sûr. On a de quoi faire. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire ? Oui, en dehors des actions à l'extérieur ou à l'intérieur, mais en faisant venir à l'extérieur, qu'on mène collectivement, évidemment, chacun d'entre nous conserve sa vie privée et participe à la vie locale, soit pour des occupations de loisirs ou des activités militantes, bien sûr, à titre personnel. Ça fait partie pour nous aussi de l'ouverture et de ne pas se laisser enfermer. Juste un petit mot sur l'écologie. Mes camarades là, ont bien souligné l'importance qu'on y accordait dans les coopératives d'habitants. Alors nous, c'est une construction bois, paille, terre. Et je peux vous dire que, par exemple, juste un chiffre, et je finirai là-dessus, on paye par mois à peine 29 € et des poussières de charge pour tous les locaux communs, l'eau chaude, l'eau froide et le chauffage de nos appartements. Donc très tôt, vous avez pris en compte ces problèmes climatiques et vous avez un bâtiment qui est particulièrement performant sur le plan environnemental, climatique, et donc très peu de chauffage parce que bonne inertie des murs. Très peu de chauffage et une bonne isolation en été aussi. Bien, bah écoutez Chantal, ça donne envie tout ça, merci. Alors, on va poursuivre notre tour de France et cette fois-ci, on va partir en Haute-Garonne. C'est ça, hein, à Bérat. Et donc, c'est Anne-Marie et Michel qui vont nous présenter un projet qui s'appelle la Ménardière, voilà, qui est aussi une coopérative, je crois. Alors, un peu différente. Pas si différente que ça. Parce justement, Anne-Marie, vous allez nous en parler alors. Je trouve formidable tout ce qui a été dit. Et on se retrouve complètement dans tout ce qu'ils ont, toutes les valeurs fondamentales des coopératives. Et il y a une chose qui se dégage de tout ce qui est dit, c'est que ce qu'on a en commun, c'est de ne pas créer des maisons de retraite, mais des maisons d'offensive. C'est-à-dire que tous ces gens-là sont dans un engagement politique fort et qui les entraîne justement à rester actifs et à compter pour la société et à compter jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est le but de l'opération. Le but, nous, c'est pas de vieillir. La vieillesse, c'est un âge de la vie, voilà, c'est normal, c'est naturel. Mais le but, c'est d'arriver à vivre et à vivre passionnément et à vivre un engagement jusqu'à la fin de ses jours. Alors nous, on est partis en 2010. C'est où Bérat déjà ? Bérat, c'est à 40 km de Toulouse, vers l'Ariège, vers nos chers amis qui sont en train de mener à bien un projet, un autre projet. Et on a fait une réunion un jour, un matin, autour d'un film, et si on vivait tous ensemble, et on se dit, putain, ben Dieu, mais on va vieillir, on va devenir isolé, on va perdre notre autonomie, on va être maltraité. Il y avait un article dans Le Monde qui disait, la France maltraite ses vieux. On a dit, en toute notre vie, on aurait ferraillé pour essayer d'inventer autre chose, pour justement inventer, pour nous c'était un autre cinéma, il y avait d'autres c'était pour autre chose. Mais on s'est dit, mais on ne va pas accepter justement que la société nous impose cet horrible destin. Et ça, vous aviez quel âge ? C'était en 2019. 2019, d'accord. Voilà. Et donc en 2019, on s'est retrouvés une soixantaine autour de ce film. Et tout le monde était d'accord.
il ne faut absolument pas accepter ce qu'on nous réserve. Voilà. Et de fil en aiguille, après quelques réunions, il y a une quinzaine de personnes qui se sont dégagées et qui ont tout dit. Voilà, on a trouvé une maison extraordinaire. On est tous allés la visiter. Et en l'espace de 2 coups de cuillère à peau, on a créé une coopérative. On est allé voir le crédit coopératif. On a acheté pour 1,1 million la maison. On a fait un emprunt auprès du crédit coopératif de 600 000 €. C'était encore le moment où les prêts n'étaient pas trop chers. Et on est parti dans des travaux et paf, on a pris le Covid en pleine gueule. Ça a posé des tas de problèmes. Et là, on a découvert ce que c'était que dans les coopératives, le putain de facteur humain, le PFH. On ne savait pas. On l'avait pas entendu celui-là, Thierry, là. Mais il est partout, celui-là, le putain de facteur humain aussi. Ouais, c'est ça. Et donc, on a eu la vie qu'ont beaucoup de coopératives, c'est-à-dire que les gens qui étaient partis dans un rêve fou, surtout avec la maison fabuleuse qu'on avait trouvée, avec 2 hectares de terrain, c'est vraiment un très très beau lieu. Et voilà, et on a découvert ça. Donc la coopérative qu'on avait créée s'est disloquée, mais a petit à petit surmonté toutes les épreuves. On est arrivé quand même au bout des travaux. Certains sont partis, d'autres sont arrivés. Et surtout, ce qu'on a peut-être de différent, c'est que dès le départ, on s'est dit, on ne va pas créer seulement un lieu de vie, mais on va créer un lieu d'activité tourné vers l'extérieur, en s'appuyant sur les moyens de la culture, c'est-à-dire le cinéma, le théâtre. On va essayer de faire un endroit où les gens soient bien, puissent être tranquilles quand ils ont envie d'être tranquilles, avec des parties privatives, des parties partagées. Tout ce qu'ils ont dit est magnifique et ça correspond exactement à notre démarche. Mais il y a cet endroit qui est donc accolé à l'habitat privé, oui. Qui est en même temps ouvert largement sur le village, ce qui fait que les gens du village peuvent participer, peuvent partager nos activités, peuvent venir au concert. Les gens peuvent venir en chambre d'hôte, ce qui est très intéressant parce que d'une part, ça leur permet de nous questionner sur notre démarche, ça leur permet de participer au quotidien, donc de nous aider. Et en même temps de participer aux activités culturelles. Et vous apportez du coup aussi au village une vraie vie voilà. culturelle. Et le village participe. Le maire vient chanter pour inaugurer, puisqu'il est intermittent de spectacle. Il est venu faire un concert pour inaugurer les premières festivités. Les gens du village viennent nous jouer de la musique parfois parce qu'ils ont créé un orchestre. Enfin, c'est un vrai lieu de vie, quoi. Un vrai lieu de vie et de partage. Et les gens viennent parfois de très loin, viennent de Saint-Ouen-l'Aumône, viennent d'Avignon, d'Anglette. Il y a quelqu'un d'Anglette dans la salle qui est venu passer 3 jours pour faire un premier essai. Et très important, on fait comme tout ce monde-là, c'est-à-dire que on rêve d'habitat partagé, mais il y a toutes les réalités qui arrivent quand on commence à le faire. Donc, il faut essayer, il faut vérifier que les rêves correspondent bien à la réalité. Et pour ça, vous allez visiter des projets existants, voir déjà comment ça se passe. On est partis comme des fous, on n'a rien réfléchi, on a foncé. Oui, je sens que là, qu'il y a des artistes en herbe, là, c'est ça. Et c'est maintenant, justement, qu'on se dit c'est vachement important de ne pas rester isolé, parce que tous ces gens-là ont fait un chemin, ils sont peut-être en avance sur nous, donc on a plein de choses à partager, plein de questions à se poser. Voilà, donc, et on reçoit les Boboyaka, on partage avec Égrégore plein de réflexions. Voilà. Et comment vous vous êtes organisé pour trouver le lieu? Enfin, il y avait quand même un chef de file un peu qui portait le projet Non, si j'ai le souvenir que j'en ai, c'est qu'on a toujours nagé en pleine confusion. Et on a été aidé puissamment par le Covid. Je veux dire qu'il y en a rajouté. Je pensais que c'était pas l'alcool, mais non, c'est pas ça. Voilà, et de fait, ce qui m'a frappé quand même, s'il y a une chose qui a été réussie, c'est de voir à quelle facilité, parce que Anne-Marie a parlé des chiffres, 1,1 million pour acheter ce truc-là, 600 000 pour les travaux, on se dit c'est inaccessible au commun des mortels. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un rapide calcul, et c'est effectivement comme ça que ça s'est passé. Le projet c'est fait, mais en un temps record. Je crois qu'on doit battre un record du monde d'habitat partagé en matière de rapidité. Vous étiez combien sur ce projet? Enfin, aujourd'hui, c'est combien de logements à la Ménardia?
Oh ben c'est grand. Alors, il y a une maison principale Ouais. où il y a... Alors, justement, on a Les espaces privés, enfin vraiment on des gens qui pouvait vivent. avoir 10 espaces privés. D'accord. On s'aperçoit que c'est trop dans une seule maison. Mhm. Donc, on limite à 6 appartements l'intérieur de la maison. D'accord. Le reste est transformé en chambre d'hôte, justement, pour pouvoir recevoir des amis, les gens qui participent au spectacle, etc. Et on peut construire 5 petites maisons. Donc là, on a des coopérateurs qui sont en train d'entrer et qui font partie du projet des petites maisons. Donc, petites maisons pour lesquelles on va beaucoup s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs. Mhm. Et qui pourront bénéficier des bois, espaces communs pierre, qui sont voilà. dans la grande maison. c'est ça Exactement. Et D'accord. tout ce monde-là est en coopérative. Donc, c'est une personne, une voix. Tout ce qu'ils ont dit est strictement... On trouve la même chose à Béra. Voilà. Et le but, c'est d'arriver à créer un mouvement perpétuel. On se transmet le bâton de relais. Et on essaie de réussir le mieux possible le projet et on le transmet à d'autres pour qu'ils améliorent encore. On a inventé le mouvement perpétuel. Ah, c'est génial, oui. Alors, autre chose, là encore, à propos de la manière dont ça s'est construit, on a réalisé très vite que si tous les gens qui avaient visité cette maison et elle avait trouvé extraordinaire, ben, on a découvert que si chacun amenait 75 000 euros, tous ces financements auxquels on fait allusion, ben, on arrivait à ces chiffres-là, que ce soit au niveau de la construction ou que ce soit au niveau du bâtiment lui-même. Mais mieux encore, maintenant qu'on a acquis toute cette expérience, on s'est rendu compte en consultant le Figaro et toutes ces maisons qui sont à vendre, c'est fantastique. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de châteaux, de maisons, etc., qui sont habités parfois par 2 personnes. Celui qu'on a acheté, il avait 94 ans et son épouse en avait 85. Vivre dans un endroit pareil aussi énorme, c'est impossible. Ça veut dire qu'il aurait probablement été impossible de le vendre s'il n'était pas tombé sur des fous furieux comme nous. Et ça aurait été dommage parce que c'est un lieu magnifique. Et donc, on peut creuser encore le problème. Voilà, je voudrais parler des baux amphithéotiques. C'est-à-dire que si on avait pu économiser 1 100 000 euros, ça aurait été mais très facile en définitive comme projet. Et on sait que c'est possible parce que avant d'avoir fait cette maison d'habitat partagé, on a fait un cinéma qui s'appelle Utopia. Il y a plusieurs salles en France et ça nous a permis aussi de monter ce projet parce que chaque cinéma a un petit journal qui diffuse toutes les 5 semaines et ils font la publicité de cet habitat partagé. Et on a pu bénéficier pour certains Utopias, parce qu'au départ, on pouvait raconter ce qu'on voulait aux élus, leur dire qu'il était possible de faire un cinéma différent. Ça n'aurait pas marché. Mais un jour, effectivement, ils ont découvert qu'on avait effectivement fait ce cinéma d'arrêt de gens très particuliers. Et voyant que ça marchait, eh bien, on est tombé sur des élus qui nous ont dit « Bon, écoutez, ça a l'air de tenir la route. On vous fait des baux amphithéotiques. » Alors, un bail amphithéotique, c'est 99 ans. Et alors, à cerise sur le gâteau, c'est qu'avec ces baux-là, et avec le fonds de soutien du cinéma, on peut multiplier des lieux cinématographiques de ce genre-là. Et on peut l'appliquer, ça, on peut imaginer l'appliquer à autre chose que des cinémas, mais à des maisons de retraite. Si vous prenez la diagonale du vide, de la Bretagne jusqu'au centre-ville, vous avez des maisons qui ne coûtent pas 1 100 000 euros, parce que là, on est trop près de Toulouse, mais vous avez des maisons aussi magnifiques que vous pouvez acheter pour 200 000, 300 000 euros, ou même envisager effectivement des baux amphithéotiques. Et dans ce cas-là, ça devient vraiment... Justement, Michel, peut-être une question quand même. Enfin, tous ces projets-là, il y a quand même le besoin d'être quand même dans un lieu où il y a des services à côté, des hôpitaux, des commerces, une vie sociale. Parce que, sur la grande diagonale, mais si on se retrouve au milieu de la campagne, avec personne autour, est-ce que c'est possible ce type Oui, mais en faisant assaut d'imagination, et on est une génération qui sont bien placées pour l'avoir répété ad nauseam, il faut faire assaut d'imagination. Eh bien, on peut aller très loin en matière d'imagination. Et c'est ce genre de choses qu'effectivement, il faut creuser maintenant. Voilà. D'accord. On aurait des idées à soumettre, par exemple, à la mairie de Paris, par exemple, parce que je parlais à des gens. Il y a la mairie de Paris a fait des EHPAD.
ils ont fait des EHPAD dans Paris. Ils nous disent, vous vous rendez compte, au niveau de l'immobilier, ça coûte une fortune, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais on peut très bien, dans ce cas-là, extrapoler et dire, mais pourquoi on ne pourrait pas imaginer faire quelque chose, aider, puisque Paris est une ville puissante et riche, c'est peanuts pour eux, d'essayer de décentrer dans cette diagonale du vide et d'amener tout. Et ça contribuait à aider effectivement à repeupler la diagonale du vide. Peut-être Anne-Marie, je vous donne la parole, mais simplement les 5 ou 6 maisons qui pourraient être construites sur le terrain, si j'ai bien compris, qui est assez grand autour de la Ménardière, ça c'est pareil, c'est pour des vieilles et des vieux ou c'est ouvert à d'autres types? Non, c'est toujours le même profil. Retraité. Retraité, d'accord. Une petite indication supplémentaire. On a une source de financement supplémentaire qui peut en inspirer d'autres. On a 3 types de parts. Il y a les parts A, qui sont ceux qui habitent tout de suite et qui veulent... voilà. Il y a les parts B qui veulent soutenir et peut-être mettre un pied dans la porte, participer à la coopérative et venir plus tard. Et il y a les parts C, vous pouvez tous contribuer, c'est 50 € à la part. Et on compte là-dessus. Alors, on peut faire un appel pour les certificats coopératifs d'investissement jusqu'à la moitié du capital, c'est-à-dire pour nous, le capital étant de 1,1 million, et ben voilà, on peut faire 500 000 € d'appel en CCI. Donc, c'est pour les copains là, qui ont des capitaux peut-être variables, ça peut être intéressant aussi. De faire rentrer de l'argent. C'est un peu l'équivalent des bons russes. Voilà. Merci Anne-Marie, merci Michel. On peut aussi les applaudir pour ce projet de la Ménardière. Alors, on reste dans le secteur. Et alors là, sur un projet un peu sous une autre forme, on a pu échanger avec Marie sur le projet qui s'appelle Égrégore et donc qui se trouve pas très loin, qui se trouve à Foix. Qui se trouve à Foix. En Ariège. Alors, à côté de Foix, à 7 km de Foix. Voilà. C'est une sous-préfecture avec un très bon hôpital, je rassure la salle. Bon. Et puis là, vous êtes sur une autre forme que le principe coopératif. Alors, et donc, c'était intéressant aussi de montrer qu'il y a d'autres formes possibles pour cet habitat partagé. Bon, c'est un petit peu difficile pour moi. Bien sûr, je salue tout ce qui a été dit. Nous sommes dans le même état d'esprit, c'est-à-dire vieillir ensemble, parce qu'on sait que c'est beaucoup mieux de vieillir dans un lieu où nous partageons plein de choses. Donc, vous avez bien compris que mes voisins que j'adore sont des artistes et donc j'ai l'habitude de dire que même si nos projets se ressemblent, ce sont les cigales, ils chantent tout l'été et nous sommes un peu les fourmis. Alors peut-être que nous avons un petit peu de déformation professionnelle dans le sens où nous sommes avec mon compagnon dans le secteur de la santé. Roland est médecin cancérologue. Moi, je suis cadre de santé, j'ai dirigé pendant plus de 20 ans un service d'aide et de soins. Donc, nous prenons un petit peu la vieillesse au sérieux. C'est-à-dire que c'est très bien de vivre ensemble et bien sûr que nous allons dans ce sens. Nous voulons vivre avant que de mourir, mais nous avons prévu un projet qui va jusqu'au bout de la vie. C'est-à-dire que c'est vraiment pensé. Parce que tout le monde a cette intention. On se dit, on espère que là, on est là, mais on va y mourir. Sauf comment on fait? Parce que mourir, eh bien, j'avais envie de dire, ça s'apprend pour que ça se passe bien. Voilà. Donc, nous sommes dans un projet de vie. Nous avons acheté alors, j'ose pas trop dire, c'est un château qu'on va appeler la Maison de Bénac. C'est à Bénac, donc à 8 km de Foix. Ce lieu est idéal pour nous, d'abord parce qu'il inspire à la sérénité, on entend, il n'y a pas de pollution visuelle, on est au milieu d'arbres remarquables puisque nous avons ce château à un parc de 11 hectares. Il y a des dépendances qui vont nous permettre d'y vivre extrêmement confortablement. Les prix, bien sûr, en Ariège ne sont pas les mêmes que dans la région parisienne. Nous ne sommes pas une coopérative. Nous avons choisi de nous regrouper dans le cadre des adhérents de l'association Égrégore en SCI, en société civile immobilière. D'une part, parce que, il faut le dire, on a tous notre histoire. C'était trop long d'attendre de faire des emprunts. C'était trop tard pour nous, puisqu'en fait, le projet n'a que 2 ans. Et que nous sommes prêts à acquérir nous sommes en cours d'acquisition de ce bien, où nous espérons vivre en 2025, justement pour en profiter. Et quand vous l'avez trouvé, ce bien, il y avait déjà quand même le projet qui était un peu conçu, le projet vous aviez était déjà totalement vos idées pensé. On a d'abord pensé au projet, on a créé l'association Égrégore, on a fédéré
des adhérents qui veulent nous suivre dans ce projet, qui sont vraiment décidés et qui ont surtout une mise de fonds. Alors, elle n'est pas pour tout le monde égale, puisqu'en fait, la mise de fonds correspond à la surface privative que l'on choisit. On va du studio au T3, donc forcément, on a des parts sociales qui ne sont pas les mêmes. Mais on a des parties communes, on a tout le bas du domaine qui est en partie commune et qui est libre d'accès. Nous avons un appartement de famille avec 4 chambres. Nous avons un logement pour le régisseur, puisque nous prenons un régisseur d'emblée qui va d'abord entretenir le parc et puis ensuite qui se transformera en fonction de nos besoins, qui sera un peu factotum, qui pourra aller faire des courses, qui pourra conduire si nous ne pouvons pas conduire. Par exemple, si on a envie d'aller voir un spectacle la nuit, il pourra nous amener pour... et tout ça, vous avez calculé le coût, vous avez calculé les charges, et donc on a calculé une vision les charges, globale. tout est bien. Alors, certains disent que ça n'est pas donné, mais on sait que ce qu'on investit sera totalement transmissible à nos descendants. Donc voilà, on sait que la mise de fonds n'est pas perdue, et on sait que même on va prendre de la plus-value, parce que je pense que si le projet on sera ouvert sur l'extérieur, bien évidemment. On aura, bien sûr, on va s'appuyer sur la culture que Michel et Anne-Marie savent faire pour justement ouvrir à la musique, ouvrir au théâtre, etc. Surtout en été, parce que le lieu s'y prête remarquablement. Et puis aussi, Foix a un tissu social très très riche. Donc nous ne serons pas un habitat intergénérationnel, mais l'intergénération nous intéresse, les jeunes nous intéressent, et donc nous allons tisser du lien avec les associations, par exemple d'insertion, qui pourront pourquoi pas venir faire un grand champ de pommes de terre à côté de chez nous, par exemple. Voilà. Donc, j'ai une petite question là sur la transmission. Donc demain, vous avez l'un de vos partenaires qui décède. Les héritiers, qu'est-ce qui se passe? Alors, les héritiers, qu'est-ce qu'il en fait de cet appartement? Enfin, de ses parts. La SCI est attachée à ce qu'on appelle un pacte d'associés. D'accord. Donc tout est écrit. Là, tout est écrit, de même que nous avons tous écrit nos directives anticipées, parce que si on veut aller jusqu'au bout de la vie, c'est la première des choses à faire, c'est écrire ces directives anticipées, c'est dire ce qu'on veut pour soi-même, et c'est avoir choisi la personne de confiance, qui peut d'ailleurs évoluer avec le temps, mais voilà, c'est comme ça que nous prévoyons les choses. Alors, effectivement, quand un appartement se libère, pour X raisons, la personne peut décéder, ou bien la personne peut partir, se rapprocher, ou changer d'avis, ce qui serait quand même très étonnant. Ça arrivera rarement, je l'espère. Mais quand l'appartement se libère, les parts, si vous voulez, je pense que le projet va avoir, enfin moi je suis assez positive, je pense que le projet va avoir beaucoup de succès, que nous aurons très très rapidement une liste d'attente, d'accord? Et donc les enfants récupéreront la mise de part de leurs parents, en tenant compte du coût, bien sûr, de l'immobilier au moment où cette chose-là arrivera. Et puis, nous aurons, un vivier de personnes qui partageront les mêmes valeurs que nous. De potentiels acquéreurs pour rejoindre cette et qui aventure. rachèteront, voilà. Les grands pourront se transformer. Par exemple, je sais pas, il y a des couples qui vont prendre des T3. S'il y en a un des deux qui décède, après, on peut voir si on peut pas faire une petite transformation. Notre architecte est vraiment... personnalise notre projet, parce que ça c'est très très important. C'est un ami, mais qui nous suit vraiment dans la démarche et qui l'envisage même pour lui plus tard, vous voyez. Donc voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même anticipé également la possibilité que demain, l'équipe d'aujourd'hui qui porte ce projet ne soit pas la même dans 5, 10 ou 15 ans. Tout à fait. Et par contre, d'organiser quand même d'éventuels futurs acquéreurs des parts de la SCI pour poursuivre le projet, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, donc on est conscient qu'on n'est pas... on est mortel, hein, mais nous avons quand même essayé de prendre une tranche d'âge, enfin c'est même pas un choix, ça s'est fait à peu près automatiquement. Les plus jeunes ont 66 ans et le plus âgé a 86 ans. D'accord. Voilà.
Mais Et on donc n'est pas aujourd'hui, au complet, il y a encore quelques appartements de donc le disponibles. lieu est disponible. Il est déjà acquis, pas encore? Il est en cours d'acquisition. En cours On sera d'acquisition. propriétaire en janvier, je D'accord, pense, bon, félicitations. 2024. Bah, super, Voilà. belle nouvelle. Bien, bah écoutez, oui, Anne-Marie. Oui. Elle va prendre le micro, ouais, pardon. Dans le cas des coopératives, les héritiers peuvent également récupérer le montant des parts. Voilà, il l'a dit tout à l'heure, mais c'est pas différent des SCI. Voilà. Non, le point, c'est que vous êtes quand même assis sur des projets, voilà, avec un projet social, un projet de vie. Enfin, il y a quand même, on verrait mal dans chacun de vos projets voir arriver des populations qui soient pas complètement en phase avec le projet que vous souhaitez porter, que ce soit chez vous ou bien dans les coopératives. Et donc, effectivement, d'anticiper ces nouveaux arrivants pour qu'ils partagent le projet tel que vous l'avez vous-même souhaité et conçu, quoi. Cher modérateur, je voudrais simplement ajouter un petit mot. Je vous en, bien sûr, évidemment. J'avais bien prévu de vous passer la Dans parole. l'histoire que Michel a bien précisée, c'est-à-dire cette façon intuitive de surmonter tout, y compris le Covid, Anne-Marie et Michel sont fondateurs de l'association Égrégore. Et donc, nous sommes en réflexion permanente pour la complémentarité de nos deux projets qui, vus depuis Paris, en plus, se situent véritablement... C'est à côté. Juste à côté. Bah, j'ai bien compris, voire faire un peu de jardinage parce que j'ai compris qu'il y avait un peu d'espace vert Oui, quand même. moi, je veux juste rajouter quelque chose, c'est que nous aussi, nous avons un système de parts, les parts A, et nous avons aussi les parts B. Les parts C, je ne sais pas trop comment on va faire, mais on n'a pas de parts C, on a des parts B. Alors pourquoi les parts B chez nous? Ça pourrait être effectivement un encouragement au projet, entre autres par exemple une banque qui veut nous suivre en disant on va vous encourager, parce que voilà. Mais ça pourra être aussi un lieu de repos pour des personnes qui, si elles ont misé en part B, ça peut à partir de 10 000 euros, elles peuvent venir se reposer chez nous 15 jours renouvelables une fois si elles rencontrent un problème de santé, plutôt que d'aller dans une institution où il ne se passe pas grand-chose. Elles seront nourries en circuit court avec des produits bio. Elles vont respirer le bon air ariégeois à 600 mètres d'altitude. Et on sera ravis de les accueillir. Et en même temps, ils seront prioritaires, les parts B, sur des appartements qui se libèrent. D'accord. Et une question quand même sur vous avez parlé de fin de vie, ce qui est quand même important dans ces projets-là. Oui. L'accompagnement médical nécessaire, comment vous l'imaginez avec un tissu hospitalier, de clinique autour? J'ai un médecin à côté de moi qui me dit que la fin de vie n'a pas vraiment besoin d'être grandement médicalisée. Elle a surtout besoin d'un prendre soin particulier, de personnel formé à cela. Et bien évidemment, dès qu'on va emménager dans ce lieu, on va contacter les meilleures équipes. Alors, l'Ariège, c'est un endroit aussi où il y a des possibilités qu'il n'y a pas dans certaines régions, comme par exemple les hospitalisations à domicile pour la gériatrie. Oui. Et en général, c'est plutôt pour les gens qui ont des cancers à 30 ou 35 ans, où on vous dit qu'ils veulent rester chez eux, alors on va les accompagner un petit peu plus, de manière plus personnalisée. Et ben, en Ariège, il y a des HAD pour les personnes âgées. Et ce sont souvent des gens qui ont réfléchi quand même, qui savent maîtriser la douleur, qui savent accompagner, être à l'écoute, etc. On a prévu aussi d'avoir le support d'une psychologue, parce que ça ne sera pas du luxe, surtout dans ces moments. Et surtout, on va se préparer en amont, comme on a fait dans ce projet. On est très préventif. Même, je vous dis, si on sait vivre, on sait regarder le ciel étoilé, on sait cueillir des fleurs. Enfin, voilà, on n'est pas... Bien sûr. Voilà. Bah, écoutez, merci et puis bravo pour ce beau projet. Alors écoutez, on a voulu évidemment faire un tour d'horizon un peu de tous ces beaux projets. On a encore quelques minutes évidemment devant nous et je vais passer auprès de vous donner le micro si vous avez des questions à nos intervenants. Alors c'est toujours la première question qui va être un peu dure, mais après, voilà, madame, je viens. Le prix de la part pour le troisième projet, merci. Quel est le prix de la part pour aller séjourner? Voilà, alors si pour du studio, ça va du studio au T3. Si c'est un studio, alors on ne peut pas raisonner en mètres carrés parce qu'on achète un concept et donc on achète beaucoup plus d'espace en réalité. On est à 190 000 euros. Voilà.
Donc avec l'intégralité des espaces communs et et les charges du coup là-dessus. Alors justement, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y avait quand même, en raison d'une personne qui entretient toutes les parties communes, le chauffage des parties communes où on sera beaucoup en bas, beaucoup dans le voilà, et surtout le salaire du régisseur qui est logé sur place, on est à 380 € de charge mensuelle, voilà, par personne. Merci. D'autres questions? Oui, je viens vous voir. Oui, bonjour, je suis arrivée un petit peu en retard, donc je ne sais pas ce qui a été dit au départ. J'aurais voulu savoir si l'un de vous savait ce qu'était devenu ou comment s'était passé l'exemple des Baba Yaga qui avait eu un certain moment à Montreuil. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un retour? Qu'est-ce que c'est devenu? Parce qu'il me semblait que... Pardon? Celle qui avait fait le projet, elles sont cédées, mais il y a peut-être un... Voilà, c'était... Alors la suite des Baba Yaga à Montreuil, est-ce que en tant que coopérateur, et est-ce que vous avez des... Ce que l'on sait, c'est que c'est pas une coopérative et que en fait c'est un bailleur social qui a permis finalement à quelques femmes qui pouvaient en bénéficier d'appartements. Alors ça a été bien, je pense, pour ces femmes-là parce qu'effectivement elles sont dans un lieu dans lequel elles n'auraient pas pu habiter. Mais ce sont et puis je pense qu'elles n'ont pas de locaux communs qui leur sont non, mais municipaux, qui sont municipaux et donc si ça, oui, mais c'est pas, elles n'ont pas, ça n'est pas qu'à elles. Ça ne leur appartient pas, c'est-à-dire que c'est pas le même principe que dans nos projets où la salle commune, c'est nous qui la gérons et on en fait ce qu'on en veut. Là, c'est pas le cas. Alors que le projet initial, c'était d'avoir des espaces communs qui appartenaient aux gens, voilà, et qui étaient. Attendez, on vous entend pas, monsieur. Ah ben. C'était non, mais de toute façon, ça a été mixé avec d'autres personnes. Voilà, c'est dans un projet. Oui, il faudrait rajouter qu'à partir du moment où il y a eu un bailleur social, c'est lui qui décide des entrées des gens. C'est-à-dire que quand l'immeuble, quand il y a eu un groupe de fondateurs qui sont partis à 10, et il fallait remplir les appartements. Et le principe de la cooptation qu'on a défendu là, dans les coopératives ne pouvait plus fonctionner. Alors, il a quand même été, ce bailleur social, très correct. C'est-à-dire qu'il a demandé aux gens de signer un protocole disant... tout un cheminement, disant on est d'accord avec les valeurs. Mais les gens n'avaient pas fait ce cheminement. Ce qui est super, c'est que des personnes avec de faibles revenus, puissent habiter à Montreuil. Voilà, ça, c'est une réussite, l'avoir d'un petit appartement. Mais au niveau du collectif, ça s'est perdu. Il n'y a pas de responsable, enfin, je ne suis pas en train de dire, mais à partir du moment où ça a été dans les mains du bailleur social, ce n'était plus possible. Merci, madame, pour ce complément. Chantal. Et les bailleurs ne sont pas si méchants que ça, quand même. Non, c'est pas de leur faute, hein. Je n'ai rien à rajouter sur le fonctionnement même des Baba Yaga. Simplement, je voudrais quand même leur rendre hommage parce que même s'il y a eu beaucoup de problèmes de personnes en leur sein, c'est quand même, enfin, en tant que personne, je peux dire que c'est quand même leur expérience, qui a semé une petite graine dans ma tête, qui s'est réveillée au moment où j'en avais besoin, où j'étais prête. Merci Chantal de ce témoignage. Madame, attendez, j'arrive avec le micro. Attendez, je vais prêter le mien plutôt, ce sera plus simple. Hop, voilà. Merci à vous tous et toutes. Non, moi je voulais juste dire que si je suis là, c'est que ça me titille. Mais le problème, c'est que j'ai que des copines, enfin j'ai beaucoup d'amies femmes, seules, comme moi. Parisienne beaucoup, mais je connais aussi des gens ailleurs. Mais le problème, c'est que je ne fréquente comme moi que des fauchés. Et en plus, c'est-à-dire des toutes petites retraites, intermittentes du spectacle, mais voilà, sans trop de retraite.
Et surtout, je m'aperçois que c'est pas évident, qu'il n'y a pas beaucoup de gens autour de moi qui veulent se lancer dans ce genre de choses. Et donc, je me dis que moi, parce que moi, j'arrête pas de dire à tout le monde que je vais finir en habitat partagé, parce que le reste, ça me fait chier. Sauf que ce qui me questionne, c'est que j'ai l'impression dans toutes vos aventures, c'est normal. C'est des groupes d'amis au départ, ou des gens qu'on... et je me dis, comment moi, je peux débarquer toute seule? Bon, je suis sociable, ça va, il n'y a pas de souci, mais quand même... comment je vais pouvoir... voilà, c'est des questions. Alors, c'est des questions plus personnelles que techniques, on va dire. Mais c'est quand même important. C'est-à-dire, est-ce que dans vos expériences, vous avez des gens qui débarquent de nulle part, que vous ne connaissez pas, Bien sûr. Et qui s'intègrent et tout va bien? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'au début, on était un groupe d'amis. Mais du groupe d'amis initial, de 20, on n'est plus que 3 fondateurs. Donc tous les autres, ils sont venus petit à petit par le bouche à oreille. Et puis on a fait quand même de la communication sur les réseaux, sur notre Facebook. On a fait de la communication sur... nous, on participe au forum des associations de nos communes. Donc on a donné de fédération, il n'y a pas d'association qui recense un peu tous les projets en gestation. Aussi, mais puisqu'il y a le réseau national et on a un réseau régional aussi qui permet de donner l'information, mais c'est surtout par le bouche à oreille. Et donc, en fait, nous, on intègre des gens que l'on ne connaissait pas et que l'on découvre, mais qui sont intéressés par le projet. Et donc, ils sont venus nous rencontrer, puis ils viennent une première fois, on leur explique comment ça fonctionne. Ils viennent sur un week-end ou un moment en tant que curieux. Au bout de ce moment-là, s'ils sont intéressés, ils peuvent devenir postulants. Et là, ils sont là pendant 6 week-ends après. Et effectivement, ils posent toutes les questions qu'ils ont à poser. On explique tout le concept. Ils participent à des commissions s'ils le souhaitent. Et puis ensuite, au bout des 6 mois, s'ils présentent leur candidature et que tout se passe bien pour tout le monde, effectivement, ils intègrent la coopérative. Voilà. Merci Nicole. Chantal, et puis Roger, après, dans un petit mot aussi. C'est n'importe. Oui, ça se passe à peu près de la même façon à Chamarel. Exactement le même nombre d'ailleurs. Du groupe de départ, nous restons à 3. Toutes les autres personnes sont arrivées soit pendant la conception, mais beaucoup sont arrivés depuis la construction, puisqu'on a déjà eu des départs. J'ai parlé tout à l'heure de tensions, de conflits, donc ça peut amener à des départs. Donc des personnes qui arrivent. Je voulais répondre sur la question des fauchés aussi, parce que voilà. Nous, disons qu'au départ, on a mis la moyenne de l'apport à 30 000 € parce que c'est ce qu'il fallait pour emprunter à la banque. C'était 20% du coût du projet global. Sachant que certaines personnes ont dit, nous, on peut aller jusqu'à 40 000. On avait aussi limité le maximum, parce qu'en cas de départ de quelqu'un, ça met la coopérative en difficulté. Imaginons quelqu'un qui dise, moi, je vais mettre 200 000 €, le jour où il s'en va, c'est très grave pour la coopérative. Alors que 40 000 €, on peut encore gérer. Bon, depuis, il se trouve que nous avons une comptabilité très saine, des finances saines, et que tout le monde a été ramené à 30 000, mais que du fait qu'au départ, il y en a qui avaient mis 40 000, certaines personnes ont mis 10 000 €. Alors vous me direz, c'est pareil, ça ne se trouve pas forcément dans la poche de tout le monde. Mais voilà, après, on a fait ce qu'on a pu avec le contexte qu'on a. C'est-à-dire que s'il y avait beaucoup plus d'aide, effectivement, des pouvoirs publics, des taux moins importants pour les remboursements, on pourrait imaginer que des personnes rentrent avec une part sociale. Nous, la part sociale, elle est à 100 €. Donc voilà, ça pourrait s'imaginer.
Après, sur la redevance, alors je ne devrais peut-être pas dire ça devant vous. Je dirais rien. Ça. Ce qui se passe au contre-salon reste au contre-salon. D'accord, tout va bien alors. Nous, on a fait jouer la solidarité interne dans la mesure où, effectivement, on a 14 PLS. Donc tout le monde voit ce que c'est prêt logement social, mais avec, disons, il y a à peu près 80% des Français qui peuvent en bénéficier, c'est-à-dire un seuil de ressources qui est quand même relativement élevé. Les loyers PLS sur certains territoires sont quasiment au niveau des loyers privés. Pas à Paris, bien sûr, mais sur certains territoires ruraux, le PLS est au niveau des loyers. Pas à Vaux-en-Velin non plus. Oh là, il y a Véronique qui arrive et c'est le temps. C'est ça D'accord. C'est la gardienne du temps, là. Voilà, juste pour dire qu'avec les PLS, on n'est pas obligé de passer par la commission d'attribution de l'État pour attribuer les logements, mais que par contre, avec le niveau en dessous, qui est PLAI, on est obligé. Donc nous, comme on ne voulait pas en passer par là, c'est en fait la solidarité interne qui a permis à des personnes qui, normalement, devraient être en PLAI, de payer un logement au niveau d'un PLAI, et c'est les autres qui compensent dans leur redevance. Voilà. Merci Chantal. Voilà, on peut les applaudir parce qu'il y a des beaux projets, ça donne envie en tous les cas. Bon, Roger est en bas, il a son stand, mais je lui donne quand même le micro une dernière fois. Voilà. Merci. Non, pour en terminer sur les coopératives et l'intervention de cette charmante personne qui nous rappelle un peu aux réalités. Et les réalités, c'est toujours ce qui nous importe parce que les rêves, c'est beau, l'utopie, c'est génial, mais il y a la réalité. Et la richesse et la pauvreté, c'est quelque chose qui, évidemment, est à prendre en compte. Et l'esprit des coopératives et les fauchés, eh bien, quelque part, il y a une origine un peu, quelque part, qui amène ces personnes-là à réfléchir à d'autres solutions. C'est-à-dire que le collectif va permettre d'agir et d'aller vers un mieux. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est Roland lui-même qui, tout à l'heure, m'a dit « et les bails amphithéotiques, les baux amphithéotiques, ça vous dit quelque chose, les baux amphithéotiques ?» La problématique première, lorsqu'on part sur un projet comme ça, c'est l'accès au foncier. Imaginez un accès au foncier. Roger a un stand en bas, tous les projets ont un stand en bas, vous pouvez continuer les échanges. Merci encore à vous, vous étiez super. Et bonne continuation du contre-salon.